We started to prepare the project in a laboratoire in Rennes. It was taking a few years. The idea was to share music and art, and also for me, my specialty was the animals, because I do the animal study. En attendant les autres, donc le reste de l'équipe qui était pas encore en route, on a décidé de rejoindre le lieu de la fête. En fait, cette fête, on l'a découverte par le biais de Shock River. Il y avait un flyer sur le site avec une boîte mail. On a contacté les orgas de la fête qui nous ont donné le lieu et c'était sur une île. On s'est dirigé vers cette île, on a mis nos camions sur le ferry. Arrivé sur cette île avant les orgas, donc en les attendant on s'est posé sur un spot de kitesurf. On a commencé à préparer de la déco sur le bord de la mer. Donc les orgas, donc les Wreckage Sound System ont fini par arriver. On a été voir le terrain tous ensemble et il s'avère que le terrain n'allait pas parce que tout simplement le pôle ne pouvait pas accéder. On a ratissé la petite île de Goseada dans tous les sens pour trouver un spot avec Wreckage Sound System, Aya Sound System, donc ça c'est les potes roumains, à chercher un terrain et organiser cette fête tous ensemble. Marine et moi on est partis un mois après les autres. Du coup, à une semaine de la fête en Turquie, on a récupéré Amaury à la gare de bus à Thessalonique pour finir la route jusqu'à l'endroit de la fête. Les amis roumains, ils sont arrivés un peu en retard parce qu'en fait, ils se sont fait arrêter à la frontière turque. Ils se sont fait fouiller et le camion-caisse avec les platines, les enceintes, etc., ça leur a paru très bizarre aux douaniers. Et pour prouver en fait que c'était pas du matos à revendre, ils ont dû brancher les platines et jouer de la techno dans le poste de douane à la frontière turque. Donc ça c'est quand même une petite anecdote, c'est un peu mythique quand même. Chacun de notre côté, vu le fly du Teknival en Turquie le 23 août. Donc on savait déjà qu'on se retrouvait pour sûr pour commencer cette aventure là-bas. Là où on s'est tous retrouvés et que le voyage pouvait commencer. Après avoir fêté nos grandes retrouvailles sur un site qui était quand même plutôt pas mal, face à la mer, on a fait de super rencontres pendant cette fête, avec les autres crews qui étaient présents avec nous. Et à notre grande surprise, il y a eu pas mal de monde, dont pas mal de gens aussi du camping de Quatre Sœurs. Après la fête, on s'est dirigé direction Istanbul. Le grand départ pour rejoindre l'Asie. Direction l'ambassade iranienne à Istanbul pour pouvoir faire nos visas iraniens. On s'est pas rendu compte qu'on est arrivé à l'ambassade en mini-short en jean. Évidemment, on n'est pas rentré parce que quand l'ambassade était en terre iranienne, donc on a été s'acheter des pantalons amples et tout ça, et donc on a pu revenir. Ils nous ont laissé rentrer et on nous a prêté des voiles, bien entendu, à l'entrée. Oui, nous ne sommes pas rentrés en short à l'ambassade iranienne. Enfin bon, bref, c'était un peu froid dans cette ambassade aussi. On a compris que là, on mettait les pieds dans autre chose. Après à Istanbul, on a passé le pont qui sépare l'Europe et l'Asie, donc ça y est, on y était, on est arrivé en Asie pour de vrai.
après être passé par le lac Salé à Tousgoulou, on est arrivé au Cappadoce. Ça a été un peu le point de départ, moi pour mon retour, et puis les copains vers l'Iran. C'est là, sur le chemin du retour, que ça m'a vraiment travaillé. Bon, Lenka n'est pas encore parti. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de faire la route ensemble, parce que les autres, ils passaient la frontière iranienne. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, si pour le son, les vinyles, ça allait le faire. Dan, il avait mis une planche de CP aussi sur les caissons pour que quand ils ouvrent les portes arrière, ils se rendent pas tout de suite compte que c'est des caissons de basse. We want to put a spray can, c'est une pound sound system. Why not? It's a famous art piece. Ceci n'est pas une pipe. Ah, oui. Bon, ce qu'on savait, c'est que l'alcool, fallait le mettre dans des pots et des bocaux, Fort chaud. parce que ça passerait pas. En Iran, t'as pas le droit d'importer de vinyle par exemple, hein. Toute musique étrangère, c'est prohibé. Donc on a préféré prendre toutes les précautions possibles. Afin qu'ils nous les gardent surtout pas. On allait arriver à la fameuse frontière de l'Iran. En fait, ils ont à peine ouvert les portes, eu peur des clébards et terminé quoi, on est passé en Iran. Si ça fluctue, ça dépend de la situation géopolitique actuelle, des fois ça va pas, ça se redurcit, ça se rassouplit. L'espace d'une frontière, on se retrouve complètement dans un autre monde, quelque chose qu'on connaît pas, au niveau du paysage, au niveau de tout, des habitations, et puis L'atmosphère, les véhicules. On savait pas si ça allait être possible d'organiser une fête parce qu'on a quand même été assez surpris de la façon dont ça se passait là-bas. On a été interpellés par la police religieuse, on a pas mal été contrôlés et au vu de l'ambiance et du climat, on s'est dit effectivement que ça allait être compliqué de réaliser quelque chose ici. Que ça pouvait vite prendre des proportions assez importantes. C'était clairement une ambition en fait, de réussir à organiser une fête libre dans ces conditions. Pour nous, c'était quelque chose qui nous tenait énormément à cœur. Pour ça, il nous fallait des contacts qui organisent ça ou qui participent à ça. Les Wake Sous System en Turquie, eux, ils nous avaient débloqués en nous filant des contacts et en nous disant qu'il fallait absolument qu'on arrive à faire quelque chose là-bas. On a contacté par messagerie ces personnes. Elles nous ont donné une adresse à Téhéran. On arrivait dans un quartier digne du 16e. De gens, on va dire, qui ont beaucoup de moyens, qui sont importants. Puis on s'est retrouvés dans cet appartement. On était chez les fils des Mollahs en fait. Sur un fond techno. Les filles, elles étaient en mini-jupe, évidemment plus voilées, c'était carrément la débandade comparé à tout ce qu'on a pu voir avant, quoi, le gros contraste. Les Mollahs en fait c'est les leaders religieux du pays. Et les gens qui avaient de l'argent avaient le pouvoir de s'ouvrir sur l'extérieur et donc de pouvoir s'ouvrir à la musique comme de la techno. Ils ont plus de liberté en fait tout simplement, ils peuvent transgresser les règles.
Cette fête, on l'a pas organisée avec ce groupe de personnes qu'on a rencontrées. On nous a quand même donné un autre contact. On n'a rien lâché. On s'est senti davantage à l'aise avec ces personnes. C'était des gens comme nous un peu. Avec une énergie qui nous correspondait plus. Ce truc d'élitisme, en fait, ça nous avait un peu chagriné. Ça nous avait mis mal à l'aise. Et on s'est rendu compte qu'en Iran, tout est illégal, mais tout est possible. Malgré le climat de la société, il y aura toujours des gens pour lever le doigt. Avec tous les risques qu'ils encourent, ils sont courageux. Et très très organisés, très pointilleux là-dessus. Ouais, ils transmettent à leur réseau via message crypté l'endroit de la fête. On rejoint la veille dans une sorte de riad. Une riad, c'est une vieille ferme dans le désert. On est partis tous ensemble après le lendemain matin avec le public. Personne qui arrive au compte-gouttes. Et les personnes du réseau, c'est des gens, il n'y a personne qui rentre comme ça dans le réseau. En fait. C'est un noyau dur. On a appris que la fête à laquelle on allait participer et organiser allait se dérouler dans le désert. Bon, on était assez excités. C'est vrai qu'on avait entendu parler qu'il y avait des fêtes qui se déroulaient dans le désert, mais on avait entendu dire que c'était des fêtes assez exprès. Faire 13 km dans le désert pour s'éloigner le plus possible. Tu roules en pick-up pendant 15-20 km, t'as pas le droit à l'erreur, pas une amende. Tu prends ces gens-là, ils risquent leur vie pour organiser des fêtes. On a une chance immense aussi d'avoir été là à ce moment-là, à cette date-là où ils organisaient ça depuis des mois et se retrouvaient dans ce genre d'événement un peu improbable en Iran. Respect à ces gens-là qui se battent pour leur liberté, la puissance en fait que ça donne. Comme on en a parlé, c'est leur soupape de décompression. Sans ça, ils meurent. Ils ont notre âge. L'oppression qu'ils ressentent dans la société, c'est leur seule bulle d'air en fait, ces fêtes-là. Ils se battront jusqu'au bout. Juste de pouvoir s'exprimer musicalement ou artistiquement. Et on se rend pas compte chez nous que dans d'autres pays ça soit aussi fermé au niveau du divertissement du citoyen. Comme nous actuellement de vivre différemment, on le peut. Eux ils peuvent pas. Ils sont complètement bloqués, même avec la meilleure volonté du monde, ils peuvent pas. Faut juste qu'ils attendent que la situation de leur pays change. En discutant avec une jeune fille dans la rue, elle voulait que je lui explique ce que je faisais dans la vie quand j'étais en France, tout ça, et donc j'ai commencé à lui parler d'où on vit, dans le collectif artistique. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi super compliqué pour elle de comprendre ce que je lui disais, dans le sens où on s'exprime librement, on fait ce qu'on veut à travers le biais de ce qu'on veut, et pour elle, en fait, c'était complètement inconcevable. La liberté d'expression, elle est pas pareille d'une frontière à l'autre. Chez nous, il faut qu'on protège ardemment ces libertés qu'on a. Et il faut qu'on se batte pour ça, parce qu'il n'y a rien qui est acquis. Les fêtes, là, elles reprennent vraiment tout leur sens. C'est un acte de liberté, c'est une action, c'est un engagement, quelque chose de très profond.
Par rapport au climat politique de ce pays, les gens ils sont super soudés entre eux. Ils n'hésitent pas à aller vers l'étranger, de lui offrir tout ce qu'il a besoin. La première chose qu'ils me demandent, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Elle était en panne avec le camion d'Anto à un moment donné sur l'autoroute. Au final, on s'est retrouvé à rencontrer quelqu'un dans un garage qui venait récupérer un pneu. Qui a arrêté sa vie pour s'occuper de nous. Qui s'est arrêté pendant 3 jours de travailler de tout, juste pour nous accueillir, nous nourrir, nous trouver un garagiste pour trouver la pièce dont on avait besoin. Enfin, c'est des gens super accueillants. Ils donneraient tout alors qu'ils n'ont rien. Passeport, voilà. Carnet CPD, il est bien là. Les passeports des chiens sont bien là aussi. Nous avons tout ce qu'il faut. Normalement, on est paré. On n'a juste pas d'assurance. Donc, on va voir comment ça se passe au niveau de la frontière. Voilà, donc là, il nous reste 300 bornes. On est escorté par la police jusqu'à la frontière. Nous avons trouvé du gasoil. Yalla yalla, à nous le Pakistan. Well, I do. Least as possible, that hairdo everything. Not easier. Because I can drink. Le carnet là. Nous dirigeons vers la frontière Iran-Pakistan. L'escorte a commencé dans les derniers kilomètres de l'Iran. Arrivé à la frontière pakistanaise, là on a été pris direct en charge par une escorte armée. Dans un premier temps on n'a pas fait de kilomètres, on a été parqué dans un parking muré avec des barbelés et devant nous il y avait des convois de bus qui arrivaient avec des migrants pakistanais qui avaient été repêchés en Iran. C'était assez spécial à vivre. La frontière, ça a été la grande découverte de voir les camions complètement décorés, pimpés. L'escorte, c'est très simple, ça consiste en un pick-up avec des gars armés qui sont en tête de convoi et qui sont censés nous trimballer tout le long du Pakistan, vu que le Pakistan est considéré comme un pays encore à risque. Et notamment, en fait, le Balochistan, c'est la grosse région désertique que tu traverses quand tu arrives d'Iran. On longe les montagnes qui sont à la frontière avec l'Afghanistan. Un sacré paquet de temps à rouler dans le désert et là-bas le paysage c'est vachement mystique, c'est un peu lumineux.
Alors les escortes c'était quand même un peu longuet parce que on changeait d'escorte à peu près tous les 10 km. Tous les 10 km, donc dans la première partie, surtout dans le Baloutchistan, il fallait se ressortir les visas systématiquement, noter tout dans un grand carnet au milieu d'une cabane dans le désert. Ça a généré des situations un peu fatigantes et maintenant avec le recul comique, hein, bien sûr. À la fin, on a fini par leur dire fuck off et on les doublait. Voilà, on les doublait. Il y a un Lévis qui est monté avec moi en copilote pendant quelques kilomètres. C'était marrant parce qu'il monte naturellement avec son AK-47 pointé sur ma tête. Et avec la vibration de la route et tout, je lui ai gentiment demandé de le mettre vers la fenêtre. Je lui ai fait écouter de la musique et il m'a fait écouter ce qu'il écoutait aussi. Il m'en a appris beaucoup sur le Baloutchistan, ce qui se passait ici. Antiterrorist team. Traversé le Pakistan au final en 6 jours, en comptant quand même 2 jours d'arrêt à Quetta pour des papiers officiels. On s'est fait lâcher par l'escorte le 22 octobre à Lahore. On était tous crevés mais il nous restait 20 km pour atteindre la frontière et vu que c'était le jour de mon anniversaire, on a voulu tracer pour pouvoir foutre un peu de musique et pouvoir boire des coups après toute cette traversée en pays musulman. C'est Yo qui roulait en tête et à un moment donné sur la route on a tous entendu un gros bruit et on s'est dit qu'il y avait un problème. Donc jusqu'ici tout est censément normal parce que c'est un beau chaos Lahore. Donc comme point de repère on s'était donné on va à la frontière. On est rentré plus vers le centre-ville, on a passé les 2 premiers ponts et sans indication, sans rien, mais qui sont passés et le 3e pont sans indication n'est pas passé. Je suis rentré à 60 km/h dans un pont en béton avec le poids lourd, le 19 tonnes. Là Baba il me regarde, il me dit putain c'est Yo, je lui dis mais non c'est pas possible que ça soit Yo et je relève la tête et je vois les copeaux de bois qui atterrissent dans le pare-brise et là je réalise l'ampleur du truc et voilà et là c'était vraiment le chaos, on pouvait le dire. Malgré tout ça, on est resté super calme, on a ramassé le maximum d'affaires possibles qu'on a chargé dans le camion à Marine. On a remonté les parois du camion qui était ouvert comme une boîte de conserve avec des sangles pour pas que ça frotte sur la route. Et les flics nous ont quand même demandé si on voulait toujours se rendre à la frontière pour arriver en Inde ce jour-là. Choqués par l'événement qui venait de se passer, tous les regards qui ont pu s'entrecroiser entre nous laissaient paraître, on était tous complètement désemparés, mais tout le monde a su agir, se remuer pour avancer. Sécurité. Bah parce qu'il y a juste à rigoler. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? Il y a un mec qui m'a Ali, the Pakistani head. My fucking home. Allez, hop, petit
pardon, arrête de croire, fait. Au moment Dan et Yo, évidemment, eux, ils se sont dit bon bah voilà, le voyage c'est fini, on arrête tout, on rentre en Europe, on commence à zéro. On a essayé tout de suite de les convaincre de continuer l'aventure quoi qu'il en soit. Le soir même, avec Dan, on a pris la décision de continuer le voyage. On a été amené à un poste de police pour la nuit. C'était clairement précisé qu'on avait la nuit et que le lendemain, il fallait qu'on se débrouille, qu'on bouge de là. Et essayer de trouver un endroit où est-ce qu'on allait pouvoir poser le camion, les travailler dessus sereinement. On s'est rendu compte le lendemain matin que ça allait être très compliqué. Là, il y a un gentleman qui est arrivé de la maison en face du poste de police, qui est venu nous dire que son patron nous offrait le thé et une douche dans leur maison. Cette personne, c'était la main droite en fait de la famille Beg. Donc la famille Beg, c'est cette famille qui nous a pris en main, accueillis, amenés dans leur usine et qui nous a aidé à reconstruire le camion de A à Z. On a reconstruit un camion prêt à partir grâce au cœur de l'équipe, grâce au cœur qu'on a et grâce à cette famille. L'entreprise de la Beg Family. On se rend compte donc là qu'il y a une grue, des hangars, des outils, de l'électricité, des compresseurs, enfin bref que c'était l'endroit parfait pour pouvoir travailler. Que le silicone tienne. Cette grande famille avec un grand cœur, il y avait 4 frères avec qui on a tissé des liens d'amitié, dont un qui avait un restaurant. Et comme ils savaient que notre but aussi du voyage c'était d'organiser des fêtes et qu'on avait tout le nécessaire pour ça, ils nous ont proposé de pouvoir faire ça dans la cour du restaurant. La préparation de la soirée du coup était plutôt excitante. Organiser une fête au Pakistan c'était complètement improbable, imprévu. Dan et Rémi ont réparé le speaker. Devoir partir avec les autres parce que notre visa arrivait à terme pour le Pakistan, que aussi on avait promis à Yolène on partirait pas tant qu'elle aurait pas 4 murs et un toit. C'était réussi. Il y avait aussi quelque chose de très important pour nous, c'était pouvoir maintenir la fête pour le Nouvel An au Népal parce qu'on était encore au Pakistan. Mi-novembre, le reste de l'équipe quitte le hangar à Lahore. Leur visa allait expirer. C'était aussi le cas pour moi, mais il était bien plus simple de refaire un visa que de refaire 7 visas. Dan et moi, 2 mois intensifs dans cette entreprise, aidés par tous les employés à reconstruire ce camion. On a été traités comme leur famille. On arrive trop tard pour passer la frontière pakistanaise-indienne. C'était le début de la cérémonie de la baissée des drapeaux, une cérémonie super nationaliste.
On avait que 6 jours pour arriver au Népal parce qu'après le visa de l'Inde il est expiré. Avec mon cher ami Rémi qui est tombé en panne tous les 200 km, ça a été une sacrée mission. On va tirer de la galère en direct. On a fabriqué une clavette avec une pièce de 5 roupies. Ah, on va usiner là, on va usiner. On expected clavette. Matériel. La clavette. 5 roupies. Qu'est-ce que tu fais, Marie? La grosse. Des tonnes de rondelles là. Fabriqué sur mesure. Voilà. Ça passera dans Turbo l'année prochaine. On a réussi à arriver au Népal en temps et en heure.